crois que c'est pas inintéressant de se reporter quelques années en arrière, lors des élections précédentes, justement. En 2019, en Europe, les objectifs climatiques ont été nettement rehaussés. Les personnes qui travaillent dans ce sujet ont été d'ailleurs favorablement impressionnées. On ne s'attendait pas à avoir de tels objectifs. Lorsqu'on regarde de façon claire l'analyse politique de ce qui s'est passé, notamment de l'action de Mme von der Leyen et de son choix de pousser le Green Deal, on voit que les manifestations des jeunes pour le climat ont réellement joué un rôle. C'est quelque chose que je disais souvent aux étudiants, parce que on peut vraiment montrer qu'il y a eu un effet. Bien sûr, ce n'est pas que ça, il y a eu énormément d'éléments qui ont joué. Mais donc, on s'est retrouvé avec des objectifs très ambitieux. Ensuite, il y a eu le Covid, il y a eu la guerre qui n'est pas terminée, et il y a eu cette inflation des coûts énergétiques, cette augmentation à laquelle très peu de personnes s'attendaient, dans des proportions très importantes, qui a déstabilisé pas mal de gens. Je dirais qu'en France, il y a eu une aide importante de l'État. Il y en a eu dans d'autres pays, mais par exemple en Belgique, on a eu moins d'aide par rapport au prix de l'énergie. On a eu vraiment des prix de l'énergie qui ont beaucoup augmenté. Et au fond, les pouvoirs publics, à ce moment-là, ont subventionné les énergies fossiles. C'est-à-dire qu'ils ont, au lieu de les rendre plus chères, elles étaient plus chères, ils les ont rendues moins chères. Et donc, il y a eu des milliards qui ont été dépensés par rapport à ça. Donc ça, je vais y revenir parce que, comme vous le savez, les énergies fossiles sont vraiment la cause du problème, la cause numéro 1 du problème. Et c'est une cause qui est extrêmement complexe parce qu'elle entre dans tous nos modes de vie. Et en réalité, il faut sortir de ces énergies fossiles. L'un des éléments, c'est les prix. Et donc, à ce moment-là, on a vu les limites des choses. D'une part, on a eu des prix qui ont beaucoup augmenté, qui ont déstabilisé la population. Et on a vu que donc il y a eu des éléments favorables, c'est-à-dire qu'il y a eu des actions qui ont amené des diminutions des émissions, mais en même temps une certaine déstabilisation. Et c'est pas entièrement indépendant. Il y a eu une montée de certains conservatismes, d'une certaine insécurité. Et donc, on a une situation aujourd'hui qui est différente parce que on peut se dire aussi que c'est parce qu'on a commencé à voir de façon plus concrète les éléments de la transition énergétique, notamment sur les véhicules, sur le parc immobilier, qu'il y a eu des craintes. Et ces craintes, à tort ou à raison, ont été mises en évidence et ont freiné, en tout cas ces derniers temps, tendent à freiner cette évolution, et on va voir ce qui va se passer dans les prochains mois. Et pourtant, il y a urgence. Alors, je vais d'abord rappeler cette urgence. Bon, elle a été dite, mais je vais vous donner quelques éléments sur le fait que l'inaction, justement, n'est pas vraiment une option. Je crois qu'on en est tous persuadés ici, mais je vais rappeler un petit peu ces éléments d'urgence. Ensuite, j'expliquerai toute une série de causes qui favorisent ces délais dans l'action. Et puis, je suggérerai quelques perspectives. Donc, en quelques mots, le changement climatique, on le voit, il est grave, il va s'aggraver encore. Donc, les médias nous parlent chaque fois de records de température, mais en fait, ces records vont continuer. Et par rapport notamment aux jeunes qui sont dans la salle, j'ai l'habitude de dire que durant votre vie, vous allez voir le climat qui va évoluer. Je vais donner quelques éléments justement sur Strasbourg, par exemple, qui sont assez intéressants. Et donc, la direction vraiment essentielle, majeure, fondamentale, c'est de sortir des énergies fossiles. Après, c'est très compliqué, on va le voir. Et la troisième idée que je voudrais donner en introduction, c'est que malgré l'urgence, donc si vous voulez, quand vous regardez les graphiques des scientifiques, vous voyez cette urgence, c'est très clair, il faut diminuer à peu près dans le monde, on va dire de 5% par an les émissions. En réalité, elles augmentent encore un petit peu. Donc on est vraiment tout le temps dans cette contradiction parce qu'il y a une lenteur inhérente à la modification des infrastructures, en fait, des infrastructures, des produits. Il faut comprendre qu'il y a tout ce soubassement qui nous fournit l'énergie, et c'est cela qu'il faut modifier.
Alors, on peut modifier également les comportements et certaines choses, mais en gros, c'est essentiellement la façon dont on fournit l'énergie qui doit bouger. Et ça prend du temps. Donc, pour quelques éléments sur cette urgence, ben voilà, ce graphique. Bon, ce graphique est un graphique qui a beaucoup de versions. Celui-ci, il vient d'un rapport des Nations Unies qui s'appelle le GAP Report. C'est le rapport sur le fossé entre l'ambition et la réalité. Et vous avez les courbes en bleu, en vert, qui sont les courbes de diminution nécessaires des émissions mondiales. Et puis, vous avez les courbes en rouge ou en mauve, qui sont les courbes réelles. Et vous avez, en fait, des gaps. Bon, alors, il y a eu un progrès, parce que la courbe tout à fait au-dessus, c'est ce qui se serait produit sans la conférence de Paris. Et on a quelque chose qui est un peu meilleur, mais on reste quand même très au-dessus de ce qu'il faudrait faire. Alors, ce qui est apparu depuis quelques années, c'est l'urgence des impacts. Et en fait, le cerveau humain, en étant ce qu'il est, on a du mal à comprendre la menace sur base de graphiques. On la comprend mieux sur la base des impacts. Une petite anecdote, c'est que Greta Thunberg, elle a commencé sa mobilisation en été où en Suède, il y a commencé à avoir des incendies complètement anormaux. Et c'est suite à ça qu'elle a commencé à s'informer, etc. Donc c'est un exemple parmi d'autres, mais on voit aujourd'hui que dans le monde, un grand nombre de personnes dans différents pays ressentent les impacts, en fait, ressentent les impacts, et c'est quelque chose qui est quand même plus fort ces dernières années, en particulier en Europe. Bon, dans les pays en développement, ça se voyait déjà beaucoup, mais là, ces dernières années, il y a eu des changements à ce niveau-là, et c'est un des facteurs, comme je le disais, de ces mobilisations. Par exemple, voilà cette carte qui nous dit qu'en 2050, bon, c'est très simplifié, mais le climat des villes va fortement changer. Par exemple, Londres aurait un climat comparable à celui de Barcelone. Bon, c'est simplifié, bien sûr, mais ça vous donne un petit peu l'ampleur des changements. Alors, en France, vous avez la chance, on n'a pas ça en Belgique, d'avoir un site qui s'appelle Climadiag, qui est fait par Météo France. Et vous pouvez chercher pour chaque commune, pour chaque ville, les scénarios pour 2030, 2050 et 2070. Moi, j'ai pris 2050 pour Strasbourg. Et donc, vous voyez que vous avez une hausse qui est prévue de température de l'ordre d'environ 2 degrés et qui se manifeste dans les différentes saisons. Ça dépend un petit peu des saisons. Et vous avez différents scénarios. Vous voyez, la valeur haute, médiane, et vous avez la valeur basse. Alors, je pense que c'est intéressant à différents titres. D'abord, vous attendiez sans doute à voir ces 2 degrés. On a tendance à se dire, bah, c'est pas très grave si en hiver il fait 4,8 degrés au lieu de 2,7 degrés en moyenne, sauf que bon, on aura moins de neige, mais bon, voilà. Mais alors, ce qui est plus intéressant, c'est d'aller plus loin dans ce site Climadiag, et vous avez toute une série de variables. Prenons les précipitations. Je sais qu'il n'a pas fait très très beau au niveau des précipitations ces derniers mois. Rassurez-vous, c'était pareil à Bruxelles. Regardez un petit peu ce qui est prévu. Si vous regardez la valeur haute en 2050, là, vous avez des différences importantes. Vous avez une hausse de 25% des précipitations au total sur l'année dans le scénario haut. Et donc là, on se retrouve avec quelque chose qui est quand même autre, avec d'autres implications que simplement se dire 2 degrés de plus. Si vous regardez le nombre annuel de jours très chauds, donc toujours sur Strasbourg, aujourd'hui on est à 0 degré en moyenne. Ce sont des périodes qui doivent... moi j'ai pu noter ici, si vous voulez, la définition exacte, mais on peut la trouver. Vous voyez cette augmentation. Et là, vous voyez que le scénario joue un rôle important dans ce nombre. Pareil pour... Non, je n'ai pas repris les nuits très chaudes, mais il y a aussi les nuits très chaudes. Donc, je vous invite à aller voir ça, y compris pour d'autres régions.
Vous avez également une carte ici qui est produite par l'ONERC, donc l'ONERC est également un organisme officiel français, sur les effets du réchauffement climatique. Ils estiment qu'il y aurait plus de la moitié de la population qui serait soumise à des risques. Alors, je n'ai pas été voir comment ça se calcule, et il faut se dire qu'il y a quand même beaucoup d'éléments de convention de calcul dans ces risques, parce que les risques sont dus évidemment aux impacts, mais résultent aussi des mesures qu'on va prendre pour les atténuer. Hein. Donc, et c'est même ça qui est l'enjeu de l'adaptation, c'est d'arriver à prendre des mesures. Mais ces éléments, juste pour dire que l'adaptation, c'est devenu, je dirais, gérer l'inévitable, et tandis que réduire les pollutions, ce qu'on appelle mitigation en français, mitigation en anglais, c'est éviter l'ingérable. Donc, parce que si on laisse les choses aller plus loin, on n'arrivera plus à s'adapter. Ce sera déjà difficile d'ailleurs. Bien, donc on aura des pertes considérables. Alors, le coût des impacts, bon, ça sera intéressant de voir dans les exposés qui suivront. Moi, ce que j'ai trouvé parfois comme chiffre, c'est qu'il faudrait investir 2% par an du PIB supplémentaire en Europe pour respecter les 2 degrés. Mais ça, bon, je pense qu'il y a beaucoup de points d'interrogation là-dessus, mais ça donne un ordre de grandeur. Et en tout cas, ça nous dit que c'est moins que le coût des impacts. Bon, ça, on le sait depuis longtemps, mais on commence à le voir. Et comme je disais, on peut le savoir d'après les graphiques, mais c'est autre chose de le voir. Alors, les freins. Bon, eh bien, on a bien sûr des innovations, et donc c'est ce qu'on a vu juste avant sur le rôle des technologies. Hein. Donc, bien sûr, on a des innovations. Et ces innovations peuvent être plus rapides que par le passé, si on regarde différentes innovations techniques sur ce graphique. Un des problèmes, c'est que, comme on l'a dit, ça tend à s'ajouter, en fait, souvent, ces innovations. Et donc, ça, c'est vraiment un problème considérable. Hein. C'est-à-dire que dans le discours technologique, par exemple, prenez l'aviation. C'est pas énorme, hein, l'aviation, c'est 2-3% des gaz à effet de serre au niveau mondial. Bon, eh bien, on va vous parler d'avions qui pourraient polluer moins, ça pourrait exister, mais imaginons qu'on en construise davantage, mais combien de temps est-ce qu'il faudra avant que tous ces nouveaux avions remplacent la flotte existante? Ça c'est quelque chose qui est rarement mis en évidence. En réalité, ça prendra des décennies. Et donc, on a tendance à ajouter des nouvelles techniques. Et donc, ça, c'est certainement un élément clé. Et certains chercheurs utilisent le terme de ex-novation, le contraire de innovation, pour expliquer qu'il y a des technologies qui doivent être éliminées. Mais alors là, vous tombez dans un problème économique, je vais y revenir, parce que ça veut dire que vous devriez éliminer des technologies qui ne sont pas encore entièrement rentabilisées. On va en reparler. Je crois que quand on parle de la décarbonation des sociétés, donc comme je disais, on ne doit pas rester que sur des graphiques, il faut regarder le monde autour de nous. Ici, je prends une installation industrielle, mais il y en a évidemment des tas d'exemples. Eh bien, il faut se dire que ça veut dire que ces installations industrielles doivent être modifiées. Comme je disais, les infrastructures doivent être modifiées. Et donc, on se rend compte de l'enjeu important. Alors, le graphique, moi, qui m'impressionne toujours, pourtant je l'utilise dans de nombreuses présentations, c'est celui-là. Donc, c'est la consommation d'énergie dans le monde, selon les vecteurs énergétiques, dans le monde, donc, et on voit qu'en réalité, il n'y a qu'une faible partie qui n'est pas carbonée. C'est la partie supérieure, nucléaire, hydraulique, éolienne, photovoltaïque, et la partie inférieure qui est la biomasse. Au total, il y a 80% de l'énergie utilisée dans le monde qui est basée sur les énergies fossiles. Donc, ça veut dire qu'il faut sortir de 80% de notre consommation d'énergie au niveau mondial, et le plus vite possible. Donc, vous voyez, ça, c'est l'enjeu qu'on devrait toujours avoir en tête, mais qui montre la complication. Alors, face à ça, vous avez la réalité de l'économie, et vous avez, par exemple, le secteur pétrolier ou gazier, et selon, par exemple, l'Agence internationale de l'énergie, il ne faudrait plus investir dans de nouvelles exploitations d'énergie fossile, car celles qui sont en place, si elles vont jusqu'au bout de leur
de leurs exploitations, de leurs gisements, nous conduisent à dépasser très largement l'objectif de 2 degrés. Pourtant, les investissements continuent. Les investissements continuent. Si vous regardez les déclarations des directeurs de ces firmes, ils expliquent que ce sont des installations qui vont être plus performantes ou plus proches du pays qui va les utiliser. Enfin, ils ont toutes sortes d'arguments, mais en réalité, il y a davantage d'investissement. Et là, on est dans un nœud complexe, c'est-à-dire qu'ils disent aussi, et ce n'est pas tout à fait faux, que s'ils n'investissent pas, le pétrole va coûter plus cher. Et si le pétrole coûte plus cher, ça a des conséquences au niveau politique. C'est un facteur fondamental. Vous pouvez voir ce qui se passe en France, aux États-Unis, ailleurs, quand le prix du pétrole augmente. Et donc, on y a un petit peu un nœud là qu'il faut arriver à gérer. Et donc, dans cette situation-là, on a des bénéfices importants. Ça dépend des années, bien sûr. Lors du Covid, il y a eu des pertes importantes. Mais en 2023, par exemple, ExxonMobil a fait 59 milliards de dollars de bénéfices, Saudi Aramco a fait une centaine de milliards de dollars de bénéfices, et ainsi de suite. Et donc, je dirais d'un point de vue rationnel, de politique climatique, il serait logique de trouver des systèmes, des dispositifs pour que ces bénéfices soient réorientés vers la transformation, la transition, vers la décarbonation. Et donc, ces firmes, en effet, investissent dans les renouvelables, mais c'est peu, en fait. Ça reste quand même relativement mineur. Une des raisons, c'est qu'ils font plus de... Enfin, ça dépend. Certaines font plus de bénéfices sur le fossile. Bon, tout n'est pas complètement sombre, et quand on regarde les investissements de ces dernières années énergétiques, on voit quand même que c'est dans les sources d'énergie à faible émission de carbone qu'il y a eu le plus d'investissements. Vous voyez, c'est la partie verte là. Et donc, on a aussi dans les économies d'énergie, l'efficacité énergétique, c'est la partie mauve. Donc, vous avez tout de même des évolutions qui vont vers la décarbonation. Alors, quand on regarde la situation au niveau européen, on ne peut pas la regarder uniquement en termes, je dirais, de technologie, je dirais, stable. En réalité, il faut changer de technologie, aller vers plus d'électricité, et donc on a besoin d'un certain nombre de minéraux critiques, et un certain nombre d'entre eux, l'Europe ne les possède pas, elle doit les importer, et donc on se retrouve dans quelque chose qui est d'une nature géopolitique, en fait, et pas seulement économique. Et cet aspect de géopolitique a tendance à s'accroître ces dernières années avec la polarisation de la politique internationale. Et donc, quand on regarde certains de ces minéraux, on voit qu'il y a une grande domination chinoise sur certains minéraux critiques, sur les batteries. Et donc, voilà, on a aussi cet aspect-là dans la transition qui est fort important, qui n'est pas que technique, qui a un aspect politique. Donc, on a toutes sortes de difficultés. La transition est souvent un ajout de nouvelles capacités. L'énergie de substitution, les énergies renouvelables en particulier, sont moins efficientes souvent que les énergies fossiles. Les énergies fossiles ont des capacités extrêmement favorables. Avec une petite quantité, vous avez une production énergétique très importante. Le nucléaire, c'est encore plus, mais si on prend les énergies fossiles, tandis que le renouvelable a de moins grandes capacités. Donc, on a quelque chose qui pourrait être moins efficient, avec des transformations d'infrastructures importantes, et la question de comment arrêter des installations polluantes qui ne sont pas totalement amorties, comme par exemple ces gisements de pétrole et de gaz. Donc, ça fait beaucoup d'éléments. Et si on regarde maintenant les choses au niveau de la population, je vais donner quelques éléments là-dessus, sur une vision qui n'est plus seulement macro à travers les entreprises ou l'économie, mais peut-être quelque chose d'un peu plus sociologique sur la vision de ces questions-là depuis la société. Alors, de nouveau, j'ai pris une photo qui nous montre une rue comme ça, très banale,
pour nous rappeler que ça veut dire de modifier les logements, ça veut dire de modifier les véhicules, et ça veut dire également de modifier l'aménagement du territoire et tout un certain nombre de choses. Alors, bon, j'ai écrit un livre qui s'appelle 2 degrés, les sociétés face au changement climatique, et qui développe beaucoup cet élément de dépendance aux énergies fossiles. Et un des points que j'ai mis en évidence, enfin avec d'autres, hein, mais j'ai appelé ça une dépendance culturelle aux énergies fossiles. C'est-à-dire que nos idéaux, nos valeurs de ce qu'on appelle une vie réussie passent souvent par de la consommation d'énergie importante. Et donc, il y a une sorte de dissonance cognitive entre les valeurs de diminution de consommation d'énergie et nos idéaux de voyage, de grandes maisons, etc. Et je prends l'exemple de Madonna, mais on pourrait prendre plein d'autres exemples. Mais il se fait que des chercheurs ont étudié l'impact de Madonna. Ils sont arrivés à 1000 tonnes de CO2 par an, donc ça veut dire une centaine de Belges. Mais alors, ce qui était amusant, c'est que Madonna, dans ses concerts, disait vous devez respecter l'environnement, attention, utilisez des gobelets qui sont lavables et pas jetables. Et donc, vous avez cette grande contradiction entre les petits gestes, ce qu'on appelle les petits gestes, ou le fait de travailler au niveau individuel, et l'aspect structurel des choses. Et je dirais, pour résumer, qu'à la longue, il me semble que ce qu'on pourrait appeler l'approche vertueuse, c'est-à-dire soyez bon, soyez meilleur, protégez l'environnement en tant qu'individu, elle n'est pas suffisante. Bon, elle n'est pas inutile, mais elle n'est pas suffisante. Et ce qui est vraiment important, ce sont des changements structurels. Alors, parce qu'il y a aussi les biais cognitifs, hein, donc je parlais de cette difficulté à comprendre les menaces climatiques si on ne les voit pas, mais il y a toute une série de biais cognitifs. On ne va pas les passer trop en revue, mais il faut bien se rendre compte que notre cerveau, il filtre les choses. Et lorsque il y a le biais de normalité, par exemple, l'idée que les choses vont continuer de la même façon, et quand soudain les prix de l'énergie augmentent très fortement, ben, les gens sont déstabilisés, et il y a une tendance aussi à agir comme les autres. Enfin, il y a toutes sortes de biais qui sont importants à étudier et pour comprendre l'inertie, je dirais. Et donc, si on regarde cette société de consommation, on pourrait l'appeler quand même comme ça, hein, ou de surconsommation même, pour parler de nos sociétés, je prends ici un économiste qui est un petit peu particulier, enfin je veux dire il n'est pas de mainstream, mais c'est Robert Boyer. Mais j'aime bien cette citation: nous vivons la crise sans doute la plus incertaine jamais connue, car la dystopie qu'implique la crise écologique l'emporte sur l'utopie d'une société conviviale dans laquelle il ferait bon vivre. Cette panne de vision sur un avenir désirable et mobilisateur est un obstacle majeur à la sortie des polycrises contemporaines. L'idée que le marché va tout résoudre a fait son temps et la plupart des gouvernements se tournent vers l'État. Bon, ça a été écrit en 2023. Cette idée de récit d'utopie, de société conviviale, de récit positif, c'est quelque chose qui revient tout le temps. Hein, si vous travaillez sur ces sujets-là, vous avez tout le temps confronté à cette idée que la vision majoritaire est plutôt une vision négative, et donc il y a un chemin à montrer. Et voilà, ici, c'est un des économistes qui va plaider pour des actions de l'État. Ceci dit, les actions de l'État, ce n'est pas la panacée non plus, hein, mais ce qu'on peut remarquer, c'est que les moyens de l'État sont... voilà, vous savez bien, nos sociétés sont endettées pour le moment, et donc comment faire appel à cela de façon plus forte. Et moi, j'ai l'impression que cette société de consommation qui a été critiquée par les écologistes depuis longtemps, ça ne date pas d'hier, hein, c'est depuis les années 60, 70, mais disons, les limites de cette société de consommation n'ont pas pu être faites d'après des actions, je dirais, vertueuses ou individuelles, mais ce qui pourrait se passer sont plutôt des pénuries, des difficultés, des hausses de prix importantes, comme ça se voit d'ailleurs ailleurs dans le monde, en fait. L'Europe a été protégée de ça, parce que l'Europe est puissante, mais on pourrait voir davantage de pénuries, de difficultés. Regardez par exemple les médicaments. C'est quand même interpellant de voir qu'il y a un certain nombre de pénuries. Donc il faudrait voir dans les années qui vont venir
si ça ne serait pas ces éléments-là qui, malheureusement, parce que ça n'est pas très favorable, pourraient handicaper cette idée de hausse de consommation continuelle. Alors, il y a également dans la société différentes catégories sociales, je ne vous apprends rien, et par rapport aux classes populaires, le discours écologiste ou de réduction des émissions a eu plus de mal à passer pour différentes raisons. Tout d'abord, ce sont des personnes qui ont moins de moyens pour pouvoir évoluer. Et d'autre part, ce discours-là, qui a souvent été orienté sur le citoyen qui doit agir au niveau voilà, de ses gestes, de ses acheter bio et ce genre de choses, passe dans une certaine catégorie de la population, mais très peu dans ces catégories populaires, alors même que, lorsqu'on regarde les chiffres, elles ont moins d'émissions, en fait, au niveau statistique, elles vont avoir moins d'émissions. Et c'est vrai que la hausse des prix de l'énergie, en particulier pour les voitures, pour les zones périphériques et loin des villes, est vraiment un gros problème. Bon, bien sûr, tout le monde pense aux gilets jaunes. Et donc, il y a une crainte de savoir, oui, mais qu'est-ce que ça veut dire la transition pour nous? Est-ce qu'on peut avoir confiance dans la façon dont les politiques vont encadrer cela? Ces éléments-là peuvent être récupérés par des discours politiques parce qu'il y a une grande difficulté à informer sur ces enjeux. D'abord, c'est assez technique, et puis il y a pas mal de désinformation, comme vous le savez, et il y a un chemin qui n'est pas balisé pour en sortir. Alors, les 5 dernières minutes, je vais amener quelques éléments de perspective. Alors, au niveau européen, maintenant, si on reprend l'aspect macro, on voit que vous avez en rouge, vous avez l'European Union qui croise l'Inde. Donc là, maintenant, l'Inde est plus ou moins au même niveau que l'Union européenne. Et vous voyez que l'Union européenne a diminué ses émissions. Les États-Unis ont également diminué leurs émissions. D'autres pays également, le Japon par exemple. Et la Chine, évidemment, est extrêmement élevée au niveau des émissions. Et donc, il y a cet argument, est-ce que l'Europe doit continuer à vouloir être le continent modèle, bon, pour peu qu'il soit vraiment modèle. Donc je vais parler de ça. Pourquoi nous, l'Europe? Bon, d'abord, on reste quand même parmi les gros émetteurs par habitant, en particulier dans toute une catégorie supérieure de la population. Ensuite, bon, cet argument est maintenant plus faible, mais il y a 20 ans, on voyait que l'Union européenne se positionnait sur ce qu'on appelait les green tech et espérait que ce soit un facteur de croissance. Bon, pour toute une série de raisons, ça a été délocalisé en partie en Chine. Et maintenant, les États-Unis, avec l'Inflation Reduction Act, ont pas mal d'encouragement de leurs propres entreprises. Néanmoins, ça reste tout de même inéluctable d'aller dans ce sens. Et donc, c'est aussi un argument. Et l'aspect adaptation également va rester. Il ne faut jamais oublier, quand on parle de changement climatique, de voir qu'au niveau mondial, il y a des énormes inégalités, hein, puisque vous avez, et je vous assure que ce chiffre est exact, il vient des Nations Unies, je l'ai relu plus d'une fois parce qu'il est tellement étonnant, mais les 1% les plus riches sur la planète émettent 2 fois plus que les 50% les plus pauvres. Et donc ça veut dire que l'action climatique, puisqu'on parle de ça, doit impérativement aller vers les très gros émetteurs. Ça n'a pas de sens de faire une action générale sur la population. Il y a vraiment des très très grosses différences. Et donc ça, c'est une priorité. Un deuxième point, c'est qu'il faut une conciliation avec d'autres objectifs. Dire, comme on l'a montré, en fait, il y a un décalage entre notre action et son effet, donc ça ne peut pas être assez motivant. Donc il faut absolument des co-bénéfices. Alors, il y en a. On peut parler d'autonomie énergétique avec des renouvelables. On peut parler de qualité de la santé. Si la Chine a été maintenant très forte vers les renouvelables, un des éléments, c'est parce que sa population est extrêmement mécontente de la pollution qu'il y avait dans les villes. Ce n'est pas le seul élément, mais c'est vrai. Puis, vous avez des économies possibles pour le citoyen. En tout cas, il faut faire en sorte.
pour les entreprises et des technologies porteuses. Donc voilà, il faut jouer sur ces co-bénéfices, en sachant que l'objectif de protéger la planète ne suffit pas. Et je crois, moi, qu'il faut une souplesse envers ce que j'appelle les petits émetteurs bloqués, c'est-à-dire justement, par exemple, ces catégories de la population qui ont du mal à changer rapidement leur mode de vie, mais qui en même temps ont peu d'émissions. Et donc, il me semble qu'il faut tenir compte de ça. Alors, j'utiliserai ici quelques éléments au niveau du fait de parler de ça, parce que c'est difficile de parler de ça. Il y a, comme dans beaucoup de sujets dans la société, il y a de la polarisation, et j'aime beaucoup ce livre qui s'appelle « Le syndrome de l'autruche » de George Marshall. C'est un livre qui a été publié aux États-Unis et qui essaye de comprendre pourquoi aux États-Unis ils ont eu tellement de blocages. Ils ont en fait une expérience depuis plus longtemps que nous de ces combats actifs contre les politiques environnementales et climatiques. Nous n'avons pas tellement connu ça ici. Maintenant, on a cela de façon plus active. Et donc, c'est un gros bouquin, il a regardé beaucoup de choses. Et j'ai pris quelques éléments. Alors voilà ce qu'il propose, c'est d'avoir un discours politique de vérité. C'est pour ça que je trouve que ces éléments comme Climadiag, qu'est-ce qui fera comme temps dans votre commune, ce genre de choses me semblent très utiles, de vérité avec les difficultés, mais tout de même un chemin. Alors, difficile, mais tout de même sans doute indispensable. Il y a un deuil à faire. Il y a un deuil à faire de cette société de consommation avec une facilité tellement grande, enfin pas pour tout le monde d'ailleurs, hein, mais de consommation très, très simple. Et entamer un dialogue sur la nécessité de se préparer au long terme, parce que ce n'est pas quelque chose qu'on va faire en quelques années. Malgré ce mot d'ordre de l'urgence, c'est quelque chose qui va prendre du temps. Et donc, il faut, si possible, bâtir un récit de coopération. Il dit pas un récit d'unité, parce qu'il y a des divisions dans la société, mais trouver des voies de collaboration et se dire que le changement climatique n'est pas ceci ou cela. Il va continuer à se modifier, dans le sens où la façon dont on va le percevoir, dont les techniques vont se changer, dont les impacts vont jouer, va continuer à évoluer. Et donc, il faut rester ouvert sans avoir une vision rigide des actions. Donc, je termine ici. Voilà, il y a l'obtention historique des droits de l'homme et des droits sociaux a pris du temps. Et je crois qu'il faut se dire que c'est un peu ça qui va se passer, qui est en train de se passer pour le climat, avec des luttes concrètes sur les investissements, de décarbonation, de prise en compte du Sud, etc. Il faut se rendre compte aussi que les transitions ne sont pas énergétiques seulement, loin de là, hein, et les résistances que l'on trouve par rapport à ces transitions dans la population sont également dues à une perception de ce qui se passe au niveau politique plus généralement. Et cette anxiété dont on parle n'est pas limitée au climat. Voilà, merci de votre attention. Merci beaucoup, Edwin, pour cet exposé un peu moins pessimiste à la fin qu'au début, peut-être. Et donc, il nous reste une bonne dizaine de minutes pour des questions et échanges avec la salle. Vous pouvez allumer votre micro. Jérôme. Oui, bonjour. Jérôme Ergueux, CNRS et OBETA. Merci pour la présentation. Il y a quelque chose qui m'a interpellé parmi les outils que je n'ai pas vus sur vos slides. À un moment, vous avez parlé d'amortissement. Et donc, la question se posait de savoir est-ce qu'on accepte de liquider un investissement avant qu'il soit complètement amorti ? C'est-à-dire qu'il est fini de rapporter ces flux financiers auxquels on s'attendait. Et moi, ce qui m'aurait intéressé, c'est un outil qui renverse un peu cette question. Moi, j'aurais aimé l'amortissement écologique de ces outils. Quand j'ai une voiture, ce qui m'intéresse, c'est certainement quel est l'argent que je gagne en la jetant pas immédiatement pour en racheter une autre, mais c'est aussi est-ce que ça vaut le coup écologiquement de jeter ma voiture maintenant, sachant que je vais racheter une voiture et qu'il faut reconstruire la voiture. Donc tout le capital fixe accumulé qu'on a, il y a une question qui se pose, à quel moment en fait il faut désinvestir ce capital ? Voilà. Je trouvais que ça manquait dans les slides en termes d'outils. Est-ce que vous avez déjà vu quelque chose comme ça ou...
Oui, j'ai déjà vu des choses comme ça pour des objets, justement, pour une voiture, pour un frigo, ça j'ai déjà vu. Pour des sources d'énergie fossile, ça doit exister, mais la situation actuellement, n'oublions pas qu'elle est fortement basée sur les prix. Donc, ce serait bien utile d'avoir ce que vous dites, mais dans la réalité, les investisseurs vont se baser sur les prix. Je prends l'exemple, par exemple, d'installations de charbon au niveau européen, hein, qui ont un certain nombre d'États essayent d'en sortir, mais néanmoins, ils sont rachetés à bas prix, elles continuent à fonctionner, donc, alors qu'on sait très bien qu'il y a des émissions très importantes. Donc, les prix ne reflétant pas suffisamment les impacts, bon, voilà, ce que vous dites serait utile, mais il faudrait en plus que ça joue dans les décisions. Oui. Bonjour, Mélanie Meunier, je suis enseignante à Sciences Po Strasbourg et ça m'a interpellée. Vous avez dit, vous avez marqué que les politiques devraient être ciblées et pas pour les sociétés toutes confondues. Et justement, dans un pays comme la France, égalitaire, tout ça, est-ce que c'est possible de faire une politique qui va cibler les 1% et pas toute la société? Ils essayent de le faire déjà. Par exemple, si vous prenez les subsides pour rénover sa maison et ce genre de choses, en fait, on a pu montrer que c'est plutôt les catégories supérieures qui profitent davantage de ces subsides. Et donc, il y a une redistribution vers le haut au lieu que ce soit vers le bas. Et donc, les pouvoirs publics cherchent à agir en tenant compte, par exemple, du revenu moyen, du revenu de la personne annuel, et essayent de faire des configurations qui sont différentes. Alors, après, les 1%, ça, c'est compliqué, parce qu'ils ont un certain pouvoir de lobby. Ceux qui sont vraiment les plus riches, on a pu montrer que même au niveau de leur fortune, la façon dont elle est investie, elle a déjà des émissions, en quelque sorte. Si vous voulez, les investissements, si vous regardez en quoi ils sont investis en moyenne, eh bien, il y a déjà énormément d'impact, rien que au niveau du fait qu'il y a de l'argent qui est investi dans les banques par rapport à ces 1%. Donc, ça aussi, c'est quelque chose qui est certainement une action très importante. Et donc, bon, je n'ai pas à parler de la finance parce que je ne peux pas parler de tout, puis je ne connais pas assez, mais c'est clairement un élément clé au niveau de la finance, en particulier pour ces catégories les plus riches. Oui. Bonjour, Florian Labaude, doctorant première année au laboratoire Imagerie l'environnement à Strasbourg. Merci pour votre présentation. Moi, je suis un peu partagé. Donc, vous avez parlé des comportements, de faire le deuil de certaines choses, mais ça me semblait un tout petit peu minimiser l'importance des comportements, puisque, en fait, lorsqu'on parle des autres entités que sont les politiques ou les entreprises, on remarque que, par exemple, pour avoir discuté avec des entreprises des énergies pétrolières, des grands pétroliers, et en fait, leur argument, c'est la demande continue d'augmenter, oui. Et si c'est pas nous, ce sera quelqu'un d'autre qui sera encore plus polluant. Donc la question individuelle des comportements est quand même centrale. Et après, une autre question un peu ouverte, c'est est-ce que les politiques seront ambitieux si nous-mêmes, on n'est pas capable aussi de changer les comportements. Donc c'est deux aspects pour dire que l'échelle individuelle, certes, c'est montrer que juste les petits gestes, ça ne change pas tout, oui. Mais qu'elle est certainement nécessaire pour impulser d'autres gros changements et plus, en fait, laisser cet argument, ces arguments, en fait, à d'autres niveaux. Voilà. Oui, d'accord, merci pour la question. Écoutez, depuis vraiment longtemps, on dit que le citoyen, le consommateur a une possibilité d'action, et c'est vrai, il a une certaine possibilité d'action par ses comportements, mais en fait, on se rend compte que d'un point de vue macroscopique, les impacts continuent à augmenter, malgré le fait que toute une partie de la population est davantage sensibilisée. Et on est fortement conditionné par l'infrastructure. Si par exemple vous voulez, bon, c'est pas l'énergie, mais vous voulez recycler du papier, vous voulez recycler des emballages,
c'est très bien que l'État vous fasse une collecte sélective. Autrement, vous avez du mal à le faire. Si vous voulez consommer de l'énergie renouvelable, vous avez besoin qu'il y ait des investisseurs, vous voyez. Donc, on est fortement conditionné. Alors, je ne dis pas qu'il n'y a pas une marge de manœuvre. Il y a une marge de manœuvre. Et cette marge de manœuvre est très différente selon les milieux sociaux où on se trouve. C'est-à-dire que quand vous êtes dans une assemblée de personnes qui sont universitaires, qui s'intéressent à ces questions-là, vous allez effectivement avoir du mal à avoir des comportements anti-écologiques parce que vous allez avoir le regard négatif de vos pairs. Mais si vous êtes dans d'autres milieux où les normes sont complètement différentes, par exemple des personnes qui voyagent très facilement en avion, eh bien, ça ne jouera pas de rôle. Et au contraire, si vous essayez de faire ça, ben, vous allez avoir un regard négatif. Donc vous êtes limité par le milieu où vous êtes. Alors ça peut parfois être positif, parce que si le milieu où vous êtes va dans le sens que vous souhaitez, je crois, il y a un encouragement. Mais il faut savoir que ça reste quand même, il ne faut pas oublier que la société est quand même parcellisée en différents milieux. Merci. So, on the development, some comments. One thing I did not agree, or at least I think is debatable, is that some part of the population should be excluded from the effort. My point of view, which I think it's a little bit the point of view of economists, is that everybody has to make an effort, rich and poor. Now, if you don't agree about the equity, then you can change the income tax or the subsidy. But to say, because I am a poor farmer in Africa, I can do what I want, I can burn the wood and so on, not necessarily. I think you can be helped, but you have to make effort. I agree it's debatable, but I raise the point. The second point is that what is missing, and it's a little bit the discussion we had with François yesterday night, the monitoring, it's important. Where are we? So it's true that when I go on the website of SNCF, it's written you save that amount of CO2 if you take the train, but at the same time they make a lot of advertising on the car, on hotel, on goods and so on. So the message is all but clear. And I think that we have to be a little bit more organized. For example, if young people say, we are not going to work for Total, well, it's not very clear that this is the good action you have to do. And there are many actions on the firm. Firms are not our enemy. You can be as an investor, as a regulator, as a consumer, have the new talent. And I think it's a little bit chaotic situation for the moment. Lack of organization, lack of coordination. And the third thing is something I read Friday on Le Monde, is the Institut Neyel, a very good physicist on ferromagnetic, and some researcher wrote to CNRS saying, we understand we have a bad action. Our computer, traveling, etc. Well, we ask to reduce our subsidy gradually, okay? And I think we have to, maybe there is something too much because we have scientific knowledge, we have a culture. Do we want to erode that? It's not very clear, and it's part of the disorganization. Some people are totally lost, and I think in this case, sorry, they are very bright physicists, but I think they lost a little bit track. Merci. OK. Ben, sur le premier point, bon, la question de l'équité, c'est une vaste question, il y a beaucoup de critères, mais si je prends par exemple la situation en France, vous avez réellement beaucoup de petites villes, beaucoup de petites entités où les gens sont complètement dépendants de la voiture et ils sont dans des maisons qui ne sont pas évidentes à être isolées non plus et ils ont des très faibles revenus. Donc, ça, c'est la situation. Donc, on peut leur demander des efforts, pourquoi pas, mais
je pense que s'ils n'ont pas une certaine aide, ils ne les feront pas, ces efforts. Je crois que tandis que vous avez d'autres acteurs qui ont quand même davantage de moyens d'action. Donc, je crois que l'équité, elle a à voir aussi avec la part d'émissions qui est mise, avec la possibilité d'agir. Il y a toutes sortes de facteurs. Donc, je ne dis pas qu'il faut faciliter le fait que des gens ne font rien, mais je pense qu'il y a des choses où il faut agir peut-être plus lentement, il faut trouver des solutions. En tout cas, il faut fournir des solutions. Ça, je crois que c'est important, parce que demander des efforts, mais qu'il n'y ait pas vraiment d'option, ça va représenter plutôt une négation, une révolte, si on le fait. Le deuxième point, c'est le rôle des entreprises, qui est super important. Et donc, en effet, les entreprises sont tout à fait une partie de la solution, parce qu'elles maîtrisent beaucoup mieux la technologie que qui que ce soit. Et quand on discute avec des personnes responsables dans des entreprises, on voit que beaucoup de gens sont très convaincus de ces sujets. C'est pas blanc et noir. Le problème, c'est qu'ils sont souvent limités de nouveau par les prix, par la valeur de la rentabilité qu'ils doivent produire, et donc ils sont obligés de rester dans un certain type de logique, parce que sinon ils vont être vus comme des mauvais directeurs. Donc je veux dire, il y a, comme vous dites, cet aspect de coordination que vous avez cité plusieurs fois, c'est sûrement important, pour arriver à ce que l'action d'entreprises qui ont des technologies et des moyens puisse être mieux orientée. Et le dernier point, oui, il y a une certaine désorganisation, mais qui, à mon avis, vient aussi du fait que il y a cette contradiction entre cette urgence qui est demandée et cette lenteur. Donc vous avez dit que j'étais un peu pessimiste au début, plus optimiste à la fin. Bon, l'optimisme ou le pessimisme, c'est aussi les biais cognitifs. Hein, donc, bon, voilà, à force de travailler là-dessus, je crois que c'est important de regarder dans quoi on est, en fait, dans quoi on est, et d'avoir un chemin qui a une certaine réalité, parce que si on veut tout le faire rapidement, cette urgence, on va être dans ces contradictions encore plus. Voilà, merci. Ah, il y a encore 2 questions. Donc, François, puis Vincent. Oui, ma question est vraiment celle d'un économiste. En fait, vous décrivez toute une série d'ajustements qui doivent être faits dans nos sociétés, et la complexité extraordinaire de la coordination de toutes ces actions. Maintenant, comme économiste, on aime bien les incitations par le marché, essentiellement par les prix. Et donc, on a tout de même le sentiment que taxer l'émission de carbone est quelque chose qui résout ou qui aide à résoudre toute une série de problèmes en même temps de ceux que vous avez signalés. C'est aussi bien diminuer la consommation d'énergie fossile, donc par le biais de la consommation, c'est entraîner les entreprises à innover plus directement pour économiser sur l'émission de CO2, etc. Maintenant, la grande objection à la fiscalité carbone, c'est le côté négatif sur les niveaux de vie. Et en fait, quand on prend l'expérience de la France dans ce domaine-là, la taxe carbone a été abandonnée à cause de ça. Maintenant, le vrai problème, la vraie question, c'est effectivement une question de redistribution. Il est possible de redistribuer le produit d'une taxe carbone de telle sorte que les parties les plus basses dans l'échelle des revenus soient protégées et au contraire que les parties les plus élevées soient, elles, complètement taxées. Donc on a tout de même des instruments qui sont assez puissants, qui ne se substituent certainement pas à la totalité des actions qui sont nécessaires. Mais donc ma question c'est, de votre point de vue, quelle est la raison pour laquelle on a tellement de mal à faire passer ces taxes ? Je suis en tout cas 100% d'accord avec votre approche. Hein.
Je pense qu'il y a un problème de confiance dans le politique, en fait. C'est-à-dire que souvent, je montrais aux étudiants que les fluctuations du prix de l'énergie dans le marché du pétrole sont bien plus importantes que ces taxes carbone. Parce qu'il y avait aussi sous Sarkozy, sous Ségolène Royal, enfin, à chaque fois, ça a été abandonné. Mais en fait, c'est beaucoup plus faible que la variation du marché. Et il y a vraiment une difficulté de confiance dans le fait que les pouvoirs publics vont utiliser cet argent pour de la redistribution. Moi, je crois qu'il y a ça. Enfin, après, on peut aller beaucoup plus loin, hein, mais je pense qu'il y a ça. Mais sinon, c'est effectivement l'approche qui est tout à fait sensée et importante. Oui, je crois que monsieur... C'est pas une question, c'est une remarque. Je pense que dans les grands acteurs qui jouent sur les décisions pratiques sur le réchauffement, enfin sur ce qu'on fait contre le réchauffement climatique, il faut commencer par regarder BlackRock, qui gère quand même 10 000 milliards de dollars. Et bon, les gouvernements sont inexistants vis-à-vis de BlackRock, premier point. Deuxièmement, pour une remarque qui demande précision sur ce que disait Jérôme, vous avez 3 types d'amortissement. L'amortissement technique, l'amortissement fiscal et l'amortissement comptable, qui conduisent à des situations totalement différentes. Et donc il faut regarder finement ce point-là. Et enfin, pour faire évoluer les gens, il faut mettre des clauses environnementales dans les appels d'offres. Voilà, merci. Pour gagner du temps, je ne vais pas réagir, mais je suis assez d'accord avec vous. Voilà. Merci.